got North right clamp, South Fox, H top pass, 38 top gun BXP sweat. Let's go. First punt today. And it's a big one. Wow! Salut à tous et bienvenue chez le Punter. Alors J-6 avant le grand match, la grande finale, l'apothéose, le Super Bowl LX. LX, c'est les chiffres romains, nous on les connaît bien. Dans ce Super Bowl 60, il est grand temps aujourd'hui de parler de ce match qui nous attend ce dimanche. Ce match d'ailleurs, j'en parle dans mon article que j'ai publié dimanche sur mon blog. Et comme d'habitude, n'oubliez pas d'aller jeter un coup d'œil. Mon blog, mes articles comme ces vidéos, vous le savez, c'est gratuit. Petit tour d'horizon rapide des infos à travers la NFL, puisque on a des nouvelles. Il y a plusieurs entraîneurs qui ont été nommés, ou si c'est pas encore officiel, en tout cas, c'est sur le point de se faire. On a Joe Brady qui obtient une promotion, qui était coordinateur offensif à Buffalo et devient entraîneur en chef. Todd Monken qui signe à Cleveland, un petit peu de théâtre, un petit peu de drame, on va en parler dans une seconde. Kubiak, qui va jouer ce dimanche, c'est le coordinateur offensif des Seahawks. Lui, il est en partance pour Las Vegas. Il était entre Las Vegas et Arizona. Arizona, du coup, il se retrouve sans Kubiak, mais ils ont leur plan B qui est Mike Lafleur, le frère de Matt, et qui était à l'heure actuelle entraîneur, coordinateur offensif chez les Rams. Cleveland, donc, comme d'habitude, Cleveland, sur le terrain, ils nous font rire, en coulisses, ils nous font pleurer. La nomination de Todd Monken, ça a provoqué un nouveau coup de théâtre chez les Browns. Le coordinateur défensif jusqu'alors, Jim Schwartz, qui lui était candidat pour être entraîneur en chef, la défense c'était la seule chose qui marchait à Cleveland cette saison. Eh bien ils n'ont pas pris Schwartz. Ils n'ont pas pris Schwartz, du coup il est dégoûté, il a même demandé à partir apparemment. Et même Myles Garrett, il s'en est mêlé puisqu'il a publié une photo sur les réseaux sociaux qui laissait penser qu'il n'était pas forcément content, on va dire, du choix, ni même enthousiasmé. Un autre coup de théâtre, et celui-là on ne l'a pas vu venir, c'est chez les Minnesota Vikings. Le manager général Kwesi Adofo-Mensah prend la porte, alors qu'il avait été prolongé il y a 7 mois de cela, au mois de mai dernier. Donc Adofo-Mensah, il ne sera resté que 4 saisons. Il était très critiqué pour ses choix de draft. Il y a très peu de ses choix de draft qui en fait ont percé. Et après, très peu d'apports, quoi. Et sa relation avec Kevin O'Connell, elle a pâti de ces choix-là. Après, le licenciement, il surprend pas grand monde. Ce qui surprend beaucoup, c'est le timing. La famille Wilf, les propriétaires de la franchise, ils auraient pu le virer en début du mois, à la fin de début du mois de janvier, à la fin de la saison régulière, comme d'autres franchises l'ont fait. Ils ont viré leur entraîneur, leur staff, leur manager général la première semaine de janvier. Pourquoi les Vikings ont attendu autant de temps? Même Adofo-Mensah, cette semaine, le week-end dernier, il était à Alabama pour le Senior Bowl. Vous savez, le Senior Bowl, c'est cet événement pour les joueurs de dernière année NCAA qui sont candidats à la draft. Ils font des ateliers, des exercices, un match d'exhibition pour se montrer et revaloriser leur staff. C'est aussi, il y a beaucoup de scouts de la NFL, des managers généraux. Adofo-Mensah était là-bas. Il rentre à Minnesota, on lui annonce qu'il est viré. Et même le propriétaire, Mark Wilf, il faisait une publication, une vidéo et un communiqué pour expliquer la décision de la franchise. Alors apparemment il y a eu une grosse assemblée générale de fin de saison, plusieurs réunions en suivant, et ils auraient décidé 4 semaines plus tard, alors que la plupart déjà des meilleurs candidats ont été pris. Ils ont décidé que Kwesi, non, ils ne le voulaient plus, donc ils le mettent à la porte. Alors que s'est-il passé? Que s'est-il passé dans les 15 derniers jours qui ont pu faire changer d'avis, qui ont pu amener les propriétaires des Vikings à prendre cette décision? Sam Darnold va jouer le Super Bowl. C'est ça. Souvenez-vous, l'an dernier, Sam Darnold, c'était le quarterback des Minnesota Vikings. Les Vikings lui ont fait une offre, Adofo-Mensah, qui est le responsable de la section sportive, en fait. C'est le plus grand responsable de cette section. Il lui fait une offre, pas énorme,
on va dire par respect, il lui fait une offre, bien en dessous de celle de Seattle. Bien sûr que Darnold, il s'en va. Bien sûr qu'il ne va pas rester. Il y a eu ça. Après, O'Connell, il voulait Darnold. Il voulait que Darnold y reste. Hein. Bon, ça n'a pas marché. Ensuite, il demande Daniel Jones. Il faut une offre à Daniel Jones, mais Daniel Jones, il n'était pas sûr. Il pensait qu'il n'avait aucune chance contre McCarthy, que McCarthy, c'était le chouchou, le petit protégé, donc il s'en va. Ok. Plan C, alors. Kevin O'Connell, il suggère l'idée de recruter Aaron Rodgers. Sauf que Adolfo Mensa, non. Lui, il dit que non, qu'il faut mettre all-in avec McCarthy et l'argent disponible, en fait, ça sera pour recruter lors de la free agency. Et ils le font, puisqu'ils recrutent Isaiah Rodgers, ils recrutent Eric Wilson, Ryan Kelly, le centre, Will Fries, et puis les deux anciens sur la ligne défensive, Hargrave et Allen. Sauf que ça n'a pas marché. Ryan Kelly, il a subi 3 commotions, sa carrière est sans doute finie. Fries, il a été pas mal, mais il a été aussi blessé. Et surtout, Allen et Hargrave, la grosse désillusion. Donc même ça n'a pas pu sauver Kwesi Adofo-Mensah. Et puis c'est vrai, comme on a dit, c'est surtout ces pauvres choix de draft qui lui ont coûté très cher. Je pense aussi que lors des dernières réunions entre les propriétaires et O'Connell, il a dû poser ses conditions, il a peut-être même donné un ultimatum, parce que sinon ça semble vraiment bizarre que Adolfo Mensa soit viré désormais. Encore plus bizarre, c'est la stratégie, puisqu'ils ont décidé que désormais ça sera Rob Brzezinski, qui est en fait c'est un dirigeant en fait, très haut placé, très respecté dans l'organisation, qui va mener toutes les opérations football, on va dire, jusqu'après la draft. Donc c'est lui qui va s'occuper de la free agency. Ça tombe bien, il paraît que c'est un génie des finances. Et après la draft, à mon avis, ça sera pas lui. La draft, à mon avis, ça va être les recruteurs, les scouts, avec Kevin O'Connell. Donc Kevin O'Connell, il sort gagnant de ce bras de fer. Apparemment, plusieurs médias, ils faisaient part de grosses tensions entre le staff, le clan O'Connell, et, on va dire, la direction sportive, Kwesi Adofo-Mensah. Là, O'Connell, il sort gagnant de ce bras de fer. Gagnant, mais en même temps, il se met une énorme pression sur les épaules parce que l'année prochaine, il ne pourra plus... déjà, les choix de draft, ça sera sans doute lui qui va les choisir. Avec le coordinateur défensif aussi, Brian Flores, et les scouts. Donc toute la pression va lui revenir dessus. Là, il ne faudra pas qu'il se trouve. Donc voilà, affaire à suivre chez les Vikings. Une autre nouvelle qui a créé une véritable commotion, c'est Bill Belichick, qui a été snobé, ignoré complètement par les électeurs du Hall of Fame. La semaine dernière, en fait, le comité du Hall of Fame, ils publiaient leur liste de candidats. Et bien, ils ont complètement ignoré Belichick. Il ne faisait pas partie de la liste chez les entraîneurs. Il a été ignoré par 11 membres du comité sur 50. Et ça crée la polémique et une véritable levée de bouclier. Beaucoup d'anciens joueurs, dont Tom Brady en tête, sont venus défendre Bill Belichick. Sur le papier, Belichick, c'est le plus beau palmarès de tous les entraîneurs. Il est même devant Shula, devant tout le monde. C'est le meilleur. Devant Tom Landry. Regardez, il a 6 Super Bowls. Il a 31 victoires en playoff et un total de 333 victoires. Alors, qu'a fait Belichick au bon Dieu pour ne pas être nommé parmi les candidats? Alors, plusieurs raisons ont été annoncées. Le fait qu'il entraîne encore, qu'il est possible qu'il revienne à NFL. S'il y a une offre, il revient direct. Ça, tout le monde le sait. Après, c'est surtout les casseroles qui traînent aussi, le Spygate, le Deflategate, vous savez, ces affaires d'espionnage, ils espionnaient les autres équipes, les entraînements, les ballons dégonflés. Est-ce que c'est pas sa petite amie aussi, qui a 20 et quelques années, qui a l'âge de ses petits-enfants, ça crée un malaise. Bref, la polémique était si grande que le comité du Hall of Fame, ils se sont vus obligés de publier un communiqué de presse pour expliquer les raisons de ce choix, et aussi pour rassurer les fans, et sans doute conserver un peu de crédibilité. Passons à la grande nouvelle pour nous fans français, puisque c'est désormais officiel. Là, j'enregistre cette vidéo, il est lundi après-midi chez moi. Je viens de lire il y a à peine une demi-heure que la NFL vient d'annoncer que les New Orleans Saints seraient la première franchise à jouer un match
à Paris. Et oui, la NFL débarque en France enfin. On en parlait depuis plusieurs mois. L'été dernier, il y avait on va dire des dirigeants de la NFL, des dirigeants aussi des New Orleans Saints, Demario Davis, joueur des New Orleans Saints, qui était venu au consulat américain. Ils avaient rencontré l'équipe de foot américaine de Paris, les Musketeers. Bref, on sentait qu'il y avait quelque chose qui était en train de se cuisiner. Là, c'est officiel. On va avoir un match de saison régulière de NFL au Stade de France. Octobre ou novembre, je pense, on ne sait pas encore les dates. La seule chose que l'on sait pour l'instant, c'est que les Saints joueront à domicile. Oui, contre qui on ne sait pas encore, même si on parle des Cleveland Browns, mais bon, on verra bien. En tout cas, c'est une excellente nouvelle pour nous et peut-être un voyage à organiser. Parlons du big game, parlons enfin du Super Bowl 60 qui nous attend ce dimanche. Alors les New England Patriots, les Seattle Seahawks sont en pleine préparation pour le plus grand match de la saison. Mais cette semaine, ils ont dû faire sans leur quarterback. Drake Maye, la semaine dernière, il a quasiment participé à aucune séance d'entraînement. La faute à une épaule douloureuse et après un virus. Sam Darnold, lui, il était très limité et il passait plus de temps avec le kiné que sur le terrain. C'est vrai qu'il continue de soigner cette blessure aux obliques qu'il traîne maintenant depuis des semaines. Après, ne nous alarmons pas, on peut dormir tranquille. Autant May comme Darnold, ils seront bien disponibles dimanche, ne vous en faites pas. Je pense que pour rater ce match-là, il faudrait vraiment qu'ils soient genre sur leur lit de mort, quoi. Non, ils ne vont pas rater ce match. Regardez, ce rendez-vous pour n'importe quel joueur, c'est l'apothéose d'une carrière. Parlant de carrière, Sam Darnold, c'est le plus beau retournement de situation que l'on a vu, que l'on connaît. Un début de carrière catastrophique à NFL, souvenez-vous, drafté par les Jets. Il ratait tout, il ratait ses passes, que des mauvaises décisions, il passait le ballon à des fantômes, il le disait lui-même. Et il a tout changé depuis 2 ans, et là il devient le tout premier quarterback issu de la prestigieuse université de USC, Southern California, à participer à un Super Bowl. Et c'est une statistique assez incroyable, surtout que cette université de USC, elle a toujours eu la réputation de former des très bons joueurs à ce poste. On pense à Mark Sanchez, Matt Leinart, Carson Palmer, qui est allé au Super Bowl avec les Arizona Cardinals. Regardez, Mark Sanchez, Matt Leinart, Carson Palmer, c'est pas mal quand même. Et c'est aussi le tout premier quarterback de la toujours fameuse draft 2018. Souvenez-vous, avec Josh Allen, Lamar Jackson, Baker Mayfield. Et lui, c'est le tout premier de cette génération-là à atteindre le Super Bowl. C'est juste incroyable. Qui l'aurait dit il y a quelques années? Drake Maye, quant à lui, c'est sa 2e saison en pro et il est déjà au Super Bowl. Il va essayer de lever le trophée Lombardi à seulement 23 ans. C'est énorme. L'an dernier, une saison décevante sur le plan collectif, puisque ces Patriots ne gagnaient que 3 matchs. Mais il apprenait aussi les rouages de la ligue. Il faisait pas une mauvaise saison sur le plan individuel, mais collectivement, c'était difficile. Là, cette année, avec l'arrivée de Vrabel, avec un très bon recrutement, il a complètement explosé. Et c'est peut-être le principal artisan aussi de la renaissance des Patriots. C'est aussi devenu un des tout meilleurs à son poste, on va pas se mentir. Il est déjà dans le gratin des quarterbacks de la ligue. Et là, à seulement 23 ans, il va essayer de décrocher le Graal et déjà de rentrer dans la légende. À seulement 23 ans, c'est assez énorme. Revenons chez les Seahawks, parce que le coordinateur offensif, on a dit, Clint Kubiak, qui s'en va à Las Vegas. Et il va devoir mettre en place un très bon plan de jeu, parce qu'en face, la défense des Pats, c'est quand même assez solide, avec Milton Williams. Après, c'est vrai que cette semaine, Robert Spillane et Harold Landry, les linebackers, ils ne se sont pas entraînés, ils étaient touchés, mais je pense qu'ils seront là dimanche. Mais on a dit Milton Williams sur la ligne défensive. Après, les cornerbacks, c'est énorme. Christian Gonzalez, Carlton Davis, c'est très très bon, c'est très très bon. De l'autre côté, Drake Maye et son unité offensive, eux, ils vont se frotter une nouvelle fois à une excellente défense. Souvenez-vous, lors de ces playoffs, ils ont affronté la défense de Houston.
Le week-end suivant, la défense de Denver. Et là, c'est celle de Seattle. Les 3 meilleures défenses de la ligue, ils vont jouer. Et là, en plus, la défense de Seattle, ils sont pas seulement énormes en défense, c'est aussi la deuxième meilleure défense en turnover et en points marqués suite à des turnovers. Si on se souvient, en plus, Drake May, il avait beaucoup souffert face à Houston, face à Denver. C'est vrai qu'ils ont été bien aidés par le non-match de CJ Stroud qui avait été catastrophique. Contre Denver, ils avaient bien aidé par l'absence de Bonix, par la neige et le fait que Steedham, juste, il n'était pas au niveau, quoi. Donc, c'est vrai que Seattle est favori de ce match. Sur le papier, ils sont favoris, ils ont une meilleure équipe, mais bon, on sait très bien que dans ce genre de match, c'est pas forcément qui est favori, c'est pas forcément parce que vous êtes meilleur sur le papier que vous gagnez. C'est surtout qui va réussir à gérer ses émotions le mieux et qui va faire le moins d'erreurs, tout simplement. C'est pas la première fois qu'ils vont se rencontrer lors du Super Bowl. Il y a 11 ans de cela, lorsque Belichick et Tom Brady faisaient partie des Patriots, ils s'étaient déjà affrontés. Et à l'époque, c'était les Patriots qui l'avaient emporté. Ils l'avaient emporté, mais de peu, parce qu'en plus, Russell Wilson et les Seahawks, ils avaient la balle de match. Je ne sais pas si vous vous souvenez, il y avait un très fameux appel de jeu. Ils sont à 1 yard de l'embut, il reste quelques minutes à jouer. Et là, plutôt que de courir le ballon, d'appeler un jeu au sol, Wilson, il va lancer le ballon, il va se faire intercepter. Game over. Et un nouveau Super Bowl pour les Patriots. Seahawks d'ailleurs qui ont fait, ils étaient beaucoup dans les news cette semaine avec le Super Bowl, Kubiak, et aussi les propriétaires annonçaient que la franchise va être mise en vente après le Super Bowl. Est-ce que le timing est bon? Oui, mais il peut pas être meilleur parce que déjà ils sont au Super Bowl. Alors imaginez, s'ils décrochent le trophée Lombardie ce dimanche, la valeur de l'organisation elle va grimper encore un peu plus. D'ailleurs, les premières rumeurs font part d'un chiffre de 7 ou 8 milliards de dollars pour démarrer les enchères. C'est simplement énorme. Finissons avec un peu de college football, de football universitaire. Alors, pas de match, mais on va en parler pas dans cet épisode, mais dans le prochain épisode. Parce que c'est la saison de la draft qui a débuté. On a mentionné un peu plus tôt dans cet épisode le Senior Bowl qui avait lieu la semaine dernière dans la ville de Mobile, Alabama. Mais on parlera de tout ça, comme on a dit, dans le prochain épisode. Aujourd'hui, on va se pencher sur le portail des transferts qui était ouvert les 2 premières semaines de janvier. J'en parle dans un article que j'ai publié cette semaine. Vous savez qu'on est passé de 2 fenêtres de transfert à une seule. Les joueurs n'ont plus aucune restriction, ils peuvent changer d'université comme de chemise, c'est-à-dire que tous les ans ils peuvent changer. Seule différence, c'est qu'ils sont payés. Ils sont payés désormais par les universités. Les universités ont encore un peu de mal à appeler ça salaire, ils appellent compensation. Mais au final, c'est la même chose puisqu'ils touchent de l'argent. Plutôt que de parler des principaux transferts, on va parler du grand vainqueur de ce marché, qui sont les LSU Tigers. Et oui, l'université de Louisiana State. Alors déjà, ils faisaient la une des médias sportifs fin novembre, lorsqu'ils arrachaient le coach Lane Kiffin à Ole Miss. Ole Miss, qui venait juste de se qualifier pour les playoffs, mais qui perd Lane Kiffin en plein milieu. Or, tout a été dit à ce sujet, autant en bien qu'en mal sur Kiffin et LSU. Ce qui est sûr, par contre, c'est que le technicien, à mon avis, il a dû demander des garanties avant de s'engager avec les Tigers, surtout au niveau recrutement. Lui, il veut gagner. Il veut gagner tous les titres, le championnat national, la SEC, bref. Donc, pour construire un effectif capable de gagner, dès la première saison, il fallait mettre le paquet. Et le doyen de l'université, les donateurs, les sponsors, ils ont mis le paquet et là, ils ont sorti le chéquier. Regardez, 4 millions seulement pour Sam Leavitt, le quarterback venu de Arizona State. 4 millions, c'est énorme. Et c'est pas tout. Parce qu'après, regardez la liste. Ils ont recruté le remplaçant, Houston Longstreet, qui sort de ses premières années à USC et qui prendra sans doute la succession de Leavitt en 2027.
Ils ont aussi recruté le meilleur tackle offensif, Jordan Seaton de Colorado, le edge rusher Jordan Ross de Tennessee, defensive lineman Stephen Green de Clemson, le safety Farim Delane de Ohio State, Ty Benefield de Boise State, des receveurs Eugene Wilson de Florida, Jace Brown de Kansas State, et d'autres, puisqu'après il y a aussi des joueurs d'Ole Miss qui ont décidé de rejoindre leur mentor, Lane Kiffin à Baton Rouge, la ville où se situe l'université de LSU. Dans ces joueurs-là, on parle de Devin Harper, qui est un lineman offensif excellent, Prince Will Umanmielen, l'excellent edge, le receveur Watkins, le linebacker Daughtry, bref, beaucoup de très 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 bons joueurs, des sophomores, des juniors, des mecs qui vont apporter leur talent et qui vont contribuer d'entrée. Un énorme chamboulement, un très très gros chamboulement de l'effectif, mais je pense que ce chamboulement était nécessaire et ça devrait rapidement remettre les Tigers sur pied, créer une équipe compétitive d'entrée et la remettre dans le radar de la NCAA, du football universitaire, parce que c'est vrai que depuis quelques années, les Tigers, en fait, depuis leur titre de 2018 avec Joe Burrow, Ja'Marr Chase, Justin Jefferson, ils ont un peu, on va dire, perdu du protagonisme, on va dire. Ils gagnent beaucoup moins. Là, ils ont mis le paquet. Entre l'entraîneur et les recrues, je pense que l'an prochain, attention à LSU. Je dis pas qu'ils seront favoris à tout, mais ça serait une équipe à surveiller.